En ce jeudi 4 mars 1982, Claude Cheysson, ministre des Relations extérieures français, se rend pour la première fois à Londres rencontrer Margaret Thatcher, première ministre britannique. Leurs discussions se porteront sur les relations entre les deux pays, et en particulier quant au projet de TGV par le tunnel sous la Manche qu'il emprunte au moment même. Mais qu'est-ce qui a pu entraîner la construction d'une telle ligne avant même les années 1990? Nous allons le voir tout de suite. La Manche, constituant un véritable rempart pour la Grande-Bretagne face à son ennemi de toujours, la France. Il pourrait paraître improbable pour de nombreux de nos ancêtres l'idée d'un lien permanent pour relier ces deux ennemis. Pourtant, une telle liaison est un grand rêve d'ingénieurs depuis longtemps. On pourrait commencer à en parler dès 1801 même avec un certain Albert Mathieu Favier, ingénieur français, et premier à établir et proposer au pouvoir public un projet sérieux de tunnel sous la Manche. Il ne verra pas le jour pour cause de guerre napoléonienne. Mais c'est entre 1868 et 1875 que les choses s'accélèrent vraiment. Sous l'impulsion de la Compagnie des chemins de fer du Nord et de la famille Rothschild, jusqu'à aboutir en 1880 à la première tentative de percement d'un tunnel menée par Edward Watkins et l'appui du South Eastern Railway. Hélas, en 1883, c'est la fin. De nombreuses commissions militaires des deux côtés de la Manche ont eu la même conclusion. Ce lien sera un risque stratégique pour chacun des pays. Et ce, alors que près de 2 kilomètres ont déjà été creusés de chacun des côtés. Même si l'idée continue d'être présente au fil du temps, faisant l'objet d'un reportage de British Pathé dans les années 1930, elle ne reste qu'une idée sous-représentée et jamais sérieusement envisagée. Après tous ces précédents échecs, peut-être serait-il enfin temps d'arrêter d'y songer au-delà du simple exercice de pensée? Ce n'est pas ce que se dit Louis Armand. En 1957, toujours à la tête de la SNCF et de l'UIC, il fonde le GETM, Groupement d'études du tunnel sous la Manche, en partenariat notamment avec British Railway. Preuve du regain d'intérêt de l'idée, dès 1960, il fait concurrence au projet de pont transmanche du SEPM. Heureusement pour le GETM, en 1966, les gouvernements français et britanniques tranchent en faveur d'un tunnel. Contrairement au cheminement réel qui a failli faire aboutir ce deuxième projet de peu, dans notre histoire alternative, un nouveau tournant est pris. Au lieu de lancer un appel d'offres en 1967, les deux gouvernements décident d'attribuer le cahier des charges au GETM de Louis Armand. Afin d'éviter une hégémonie française sur ce projet, le GETM devient GTM-CTC, Groupement pour le tunnel sous la Manche Channel Tunnel Company, codétenu à 50% par des fonds de chacun de ces deux pays. Dès 1968, une maquette démonstrative et une étude technique des processus de construction est remise au gouvernement des deux pays, puis présentée à la presse. Tout semble en bonne voie. Et dès la fin de cette même année, les travaux commencent des deux côtés de la Manche. Comme l'ensemble des projets précédents, le trajet choisi se contente d'une quasi-ligne droite par le Pas-de-Calais, au plus court. Un trajet donc de moins de 50 km de tunnel entre Calais et Douvres, et un temps de construction estimé à 6 ans et demi, donnant une fin des travaux mi-1975. La construction se déroule sans encombre, les équipes se rejoignent à mi-chemin sous la mer dès 1973, pile à temps pour célébrer l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE. L'entrée du Royaume-Uni dans la CEE permet de faciliter plus encore les démarches menant à un tunnel sous la Manche. Les formalités douanières font l'objet d'accords bilatéraux et sont, dès 1973, appliquées au Night Ferry. Une commande de nouveau matériel roulant acquis par la SNCF et British Rail est faite pour l'exploitation de ce nouveau lien. Afin de faciliter l'exploitation et l'homologation, ceux-ci seront principalement de technologie britannique, permettant une circulation sous 25 kV alternatifs et 750 volts continus des deux côtés, tout en s'inscrivant dans le gabarit ferroviaire plus exigeant côté anglais. Pour ce qui est des transports d'automobiles, celui-ci pourra se faire en rame de train auto français standard, avec dépôt à Douvres des véhicules transportés. En 1974, British Rail rejoint le consortium TEE, permettant le reclassement du Night Ferry à antenne par la même occasion. Dès 1974, les premières voitures nocturnes type MK2FF sortent d'usine, le second F faisant référence à l'indicatif F des voitures autorisées au trafic par ferry, et étendu à l'aptitude transmanche par tunnel. Dans un premier temps, ces voitures seront ajoutées au Night Ferry depuis Paris. Dans le même temps, un parc de MK3F dédié à ce service est commandé côté British Rail. Cette même année, British Rail prête à la SNCF les locomotives 87017 et 87018, numérotées ensuite en 873 pour marquer les spécificités tunnel, ainsi que la 87019, transformée en 87919 expérimentale par modification technique pour circulation sous 1500 volts et 750 volts, quand les deux précédentes se contentent simplement du troisième rail.
La 87-919 allant jusqu'à utiliser son 60e rail 1500 volts dans la Maurienne, la solution d'un sous-parc de classe 87 sera adoptée dans un premier temps, la SNCF commandant 5 de ces machines, en plus des 3 utilisées pour l'homologation, pour commencer son propre service transmanche. Le 17 juillet 1975, le tunnel est livré par GTM-CTC. Entièrement équipé, les terminaux en cours de finalisation et reliés au réseau ferré des deux côtés, les phases de formation des équipes et homologation du matériel peuvent commencer. Le 9 octobre 1975, c'est le grand jour. Harold Wilson, Premier ministre britannique, instigateur de projet et de retour à ce poste pile à temps, et Valéry Giscard d'Estaing, président français, se rencontrent symboliquement au milieu de la galerie de service, le temps d'un court discours sur les relations entre les deux pays. De retour de leurs côtés respectifs de la Manche, les deux chefs d'État donnent leurs perspectives sur l'évolution de cette liaison, loin d'être une fin en soi. Dès le lendemain, 10 octobre, les premiers trains de fret traversent le tunnel entre Calais et Douvres. Le 18 novembre 1975, c'est au tour des deux terminaux frontaliers et des installations douanières des gares desservies d'être inaugurées, permettant le départ du premier train de voyageurs à 10h20 heure de Paris, au départ de Paris-Gare du Nord et de Londres Victoria. Dès le mois de décembre 1975, l'exploitation gagne en rythme. Chaque jour, il y a 2 départs le matin, un TEE et un train classique par sens, et 2 le soir, même répartition. Le Night Ferry est conservé par les eaux jusqu'au mois de février 1976, avant d'être définitivement rapatrié par le tunnel, permettant de diminuer le temps de trajet. On passe quand même de 11 heures de trajet à seulement 6 heures. En parallèle de ces liaisons, la SNCF et la SNCB ont commandé un nouveau matériel afin de pouvoir assurer plus de liaisons de leur part sans dépendre de matériel roulant britannique. Les deux continentaux vont pour cela commander des voitures d'un type Novo établi par l'UIC un an plus tôt, le type UIC F, conçu pour les circulations transmanche grâce à son gabarit britannique. Ce dernier type proposant aussi des voitures couchettes pour remplacer définitivement les antiques voitures lits type F héritées de la CIWL. Pour l'abstraction, Alstom propose un dérivé à caisse au gabarit britannique de ces bébés nez cassés, bitension 25 000 volts et 3000 volts, pour circulation dans le nord de la France et en Belgique. Dès juillet 1977, après les délais de livraison et homologation, la SNCB entre aussi sur le marché du tunnel sous la Manche, proposant enfin des Bruxelles-Londres 2 jours. Comme la Night Ferry, et contrairement au train de jour SNCF et British Rail, ceux-ci n'arrivent pas à Londres-Waterloo, mais à Londres-Victoria. 4 mars 1978, l'Europe ferroviaire est chamboulée. La première rame TGV PSE, en réalité la 02, est livrée à la SNCF. Elle est l'aboutissement du projet C03, censé redynamiser l'artère impériale, bientôt doublée d'une ligne nouvelle entre Paris et Lyon. Le 22 septembre 1981, en présence de François Mitterrand tout juste élu, la LGV Sud-Est est inaugurée et mise en service commercial 5 jours plus tard. C'est dans ce contexte que nous retrouvons Claude Chesson en cet hiver 1982. Son objectif est de convaincre les Anglais, il faut une LGV entre Paris et Londres, dont le tunnel sous la Manche sera le maillon central. Et c'est le système TGV français qu'il leur faut, eux qui veulent imposer leur APT avec une simple mise à niveau des voies. Heureusement pour les Français, le système APT s'est montré assez désastreux dans ses premières circulations. Les Britanniques, surtout leur ego, accepteront-ils le TGV tout français qu'il soit ?